s'agit de mon anniversaire et plus précisément mon 30e anniversaire. Alors pour l'occasion, j'ai eu envie de vous préparer une petite vidéo comme vous avez sûrement dû en voir déjà passer sur YouTube. Il s'agit d'une vidéo dans laquelle je vais vous proposer 30 faits sur moi. Alors c'est la première vidéo de ce genre que je fais et je ne pense pas que je vais en faire à chaque fois parce qu'il faut quand même trouver un certain nombre de faits et avec l'âge c'est quand même de plus en plus compliqué, donc c'était pas simple, mais j'en ai regroupé 30 que je me suis noté sur mon petit cahier pour ne pas les oublier. Dans ces faits, en fait, je vais à peu près utiliser la moitié pour vous décrire un peu ma vie, comme ça vous en saurez un peu plus sur moi. Et l'autre moitié, ce sera pour parler un peu plus de ce que je fais dans mon quotidien, quels sont mes traits de caractère, quelle maman je suis par exemple, ces petites choses, pour en savoir plus sur ma façon d'être. Alors tout au long de cette vidéo, je vais utiliser des petits déclencheurs. Je ne vais pas vous les montrer plus que ça puisque ce n'est pas le but de la vidéo, mais je vais essayer de faire quelques petits sons agréables, je l'espère. Et au total, j'en ai préparé 4. Alors, je commence avec cette branche de feuilles séchées que j'ai ramené de randonnée, bien sûr. Et on va tout de suite commencer parce qu'il y a quand même 30 faits. Et j'espère que je vais réussir à les caser sans prendre trop de temps non plus. Donc Mélusine est déjà parmi nous puisqu'elle a dû reconnaître le moment ASMR. Voilà, donc elle va surveiller le carnet pendant que je vous chuchote les 30 faits sur moi. Alors, premier fait, je suis née donc un 24 février de l'an 1991. Je suis née à midi pile et je suis du signe du poisson, ou plutôt des poissons puisque le signe poisson est un signe au pluriel. Et je suis ascendant Gémeaux. Alors si je devais dire 2 mots sur mon signe astrologique du poisson, je dirais que j'ai le côté créatif déjà, puisque je suis très manuelle. Oui, tu peux ronronner, mais tu ne peux pas pousser la branche comme ça contre le micro. Donc je suis plutôt créative, rêveuse, tout ce qui est dans l'imagination, tout ça, et empathique aussi, à l'écoute des émotions des autres. Et pour le signe du poisson, je crois que c'est ce qui me représente le plus. Pour mon ascendant Gémeaux, ce qui me caractérise le plus, c'est le côté bavard, puisque je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui aime beaucoup parler.
persuadée qu'ils allaient se remettre ensemble, ou en tout cas j'attendais qu'ils se remettent ensemble. Et bien sûr ça n'est jamais arrivé, mais je pense que c'est le cas de tous les enfants de parents divorcés. Troisième fait, du coup ma mère a refait sa vie quelques années plus tard et elle a eu 2 enfants. Donc j'ai eu un demi-frère et une demi-sœur. Et mon père a aussi refait sa vie et a eu un autre enfant. Donc j'ai eu une demi-sœur du côté de mon père. J'avais 10 et 12 ans quand j'ai eu mes frères et sœurs. Donc ça a créé beaucoup d'écart en plus de la séparation, du fait que nous n'avions pas les mêmes parents et que moi j'allais un week-end sur 2 par-ci par-là. Donc c'était parfois compliqué de créer des liens et j'étais surtout en fait un peu la nounou des enfants plutôt que vraiment les liens fraternels. Et actuellement j'ai des liens encore avec ma demi-sœur du côté de mon père et on a été séparés pendant longtemps, mais maintenant que nous sommes adultes toutes les deux, nous avons retissé des liens qui sont encore plus forts et on arrive enfin à créer des liens fraternels, des vrais. Ensuite, quatrième fait, la rencontre de mon mari. Donc j'avais 17 ans, j'étais en classe de terminale, donc je venais de faire la rentrée en terminale quand je l'ai rencontré. C'est ma cousine qui m'avait enregistré, enfin qui m'avait créé un blog sur Skyblog, et je n'y connaissais rien du tout et je recevais de temps en temps des messages de garçons, mais je n'étais pas du genre à répondre aux inconnus. J'étais très bien élevée, très droite et il fallait jamais déborder, donc c'était pas du tout mon genre. Et finalement un garçon, une fois je lui ai répondu et on a commencé à échanger et à parler. On est devenus très proches et bons amis jusqu'au jour où on a décidé de se voir. Et à partir de ce moment-là, j'avais l'impression que c'est comme si on s'était toujours connus. Tout était très simple, tout était facile et il n'y avait pas de pression, c'était vraiment fluide et tout se faisait simplement. Donc ça fait plus de 12 ans maintenant qu'on est ensemble et on est mariés et on a 3 beaux enfants, donc c'est l'amour de jeunesse, le grand amour, voilà. Ensuite le cinquième fait, donc j'ai perdu ma mère à l'âge de 18 ans, donc cette même année, l'année de la terminale, ça a été une année assez mouvementée dans ma vie. J'ai donc perdu ma mère un mois avant de passer le bac, dans des circonstances assez compliquées que je ne vais pas vous développer là, mais c'était assez compliqué. Je n'ai pas forcément eu d'explication sur ce qui s'était passé, donc c'était pas facile à accepter ou à comprendre en tout cas. Et je me souviens que donc sixième fait, j'ai passé mon bac donc un mois après et je me souviens que mon CPE du lycée où j'étais m'avait proposé de passer mon bac en septembre, donc à la rentrée suivante, pour laisser passer un peu de temps pour me remettre de mes émotions. Mais je savais très bien que si j'attendais la rentrée suivante, il y avait de fortes chances que je n'ai pas mon bac, parce qu'avec l'été, je pense que j'aurais eu envie de souffler, de partir, et en plus, étant majeure, peut-être envie de vivre ma vie, donc pas forcément envie de retourner en cours après, même si c'est juste pour passer le bac, parce qu'il faut savoir que les dernières années donc, de lycée,
c'était assez compliqué d'être intéressée. Moi j'avais envie de passer à la vie active et je m'ennuyais vraiment, donc je faisais le strict minimum. Et du coup j'ai passé mon bac et tout de suite, donc au mois de juin comme tous les autres élèves, et je l'ai eu tout pile, mais au moins c'était une bonne chose de faite et c'était à mettre derrière. Ensuite, le septième fait, donc suite du coup à la mort de ma mère, j'ai très rapidement eu envie de créer ma propre famille et de créer mon cocon, ma famille tout simplement. Et du coup je suis tombée enceinte et j'ai eu ma grande fille, donc j'avais 20 ans. Alors non, ce n'est pas un accident, c'est bien voulu, parce que quand on a un enfant à 20 ans, on se prend toujours de belles remarques dans la figure. Mais oui, c'était une enfant désirée, très attendue, et c'était une fille, donc j'étais ravie d'avoir une fille pour mon premier enfant. L'année suivante, donc huitième fait, donc nous nous sommes mariés avec notre fille qui avait donc 1 an, donc elle a pu participer, elle ne s'en souvient pas, mais on a de beaux souvenirs de notre mariage avec notre petite. Ensuite, neuvième fait, l'année suivante, j'ai accouché de mon deuxième enfant, donc un petit garçon. Ensuite, dixième fait, j'ai passé mon permis seulement à ce moment-là, donc j'avais à peu près 24 ans. Alors pourquoi j'avais passé mon code quelques années auparavant, mais on n'avait pas les moyens de payer les heures de conduite, donc on a laissé tomber et on s'est dit qu'on ferait ça quand on aurait plus les moyens. Moi j'étais maman au foyer, donc on n'avait pas forcément les moyens de gérer la vie de famille et de payer le permis à côté. Donc je l'ai fait que à ce moment-là et je l'ai eu du premier coup puisque mon mari m'avait appris sur un parking, donc je savais déjà bien gérer la voiture. Ensuite, le 11e fait, donc dans les années qui ont suivi, on a décidé d'avoir un troisième enfant et on a eu quelques échecs. Je suis tombée enceinte rapidement après l'arrêt de la pilule, mais au moment de la première échographie, on a appris qu'il n'y avait plus d'activité cardiaque, alors que la taille du fœtus était tout à fait normale. Donc son petit cœur venait de s'arrêter et il fallait eh bien tout simplement enlever le fœtus. Donc ma chance à ce moment-là, c'est qu'il est encore assez tôt pour prendre des médicaments et ne pas forcément passer par la case accouchement. Donc c'est une chance, oui, dans mon malheur, c'était une chance quand même. Donc ça c'est ma petite qui parle à côté, qui raconte sa journée à son doudou sans doute. Donc oui, c'était un moment difficile à vivre, mais j'ai quand même été chanceuse de pouvoir stopper la grossesse avant et de découvrir ce souci avant d'être trop avancée dans la grossesse. Quelque temps après, donc je suis retombée enceinte et j'ai eu pas mal de douleurs, donc au bout d'1 mois de grossesse, et je suis tout de suite allée aux urgences et Mélusine s'en va. Et au moment de l'échographie, on m'a appris qu'il n'y avait rien dans mon utérus, donc je n'ai pas compris tout de suite et ils m'ont dit qu'en fait, donc après une prise de sang, ils ont vu qu'il y avait quand même assez d'hormones dans le sang pour qu'il y ait une grossesse quelque part. Et c'est ça le problème, le bébé s'était accroché au mauvais endroit, donc grossesse extra-utérine. Et encore une fois, il a fallu l'enlever. Mais encore une
fois j'ai eu la chance d'avoir repéré les signes à temps. Après ces soucis-là, donc nous avons enfin eu la chance d'avoir notre troisième enfant. Donc ma petite dernière est née il y a presque 3 ans puisqu'elle va fêter son 3e anniversaire la semaine prochaine. Et j'avoue que on se sent un peu différent quand on a connu des désagréments lors des grossesses. On a toujours un peu plus peur de perdre son enfant, encore plus que la normale on va dire. Chose que je ne connaissais pas pour mes 2 grands. Donc j'ai été très heureuse de son arrivée et surtout j'ai attendu de l'avoir vraiment dans les bras pour être certaine que c'était vrai, que c'était bon quoi. Alors au niveau de la chronologie de ma vie, on a terminé, donc maintenant je vais vous en dire un peu plus sur moi. Donc 13e fait, on va parler petit boulot et vie de mère au foyer. Alors oui, parce que après le bac j'ai fait donc quelques petits boulots et j'ai dû arrêter de travailler. Donc je travaillais à l'hôpital et j'ai dû arrêter lors de ma première grossesse puisque j'ai eu une grossesse très compliquée et je perdais du poids au lieu d'en prendre, donc je tenais plus debout et j'ai dû être forcée d'arrêter pour ne pas être alitée toute ma grossesse. Donc c'était soit j'arrêtais et je restais à la maison, soit j'étais alitée et perfusée, donc le choix a vite été fait quoi. Et ensuite, eh bien, je n'ai pas repris parce que je savais que mon contrat devait s'arrêter et qu'il n'y aurait pas de suite. Du coup, plutôt que de chercher autre chose, j'ai préféré rester à la maison pour m'occuper de ma petite, puisque dans mon enfance, après le divorce de mes parents et le travail de ma mère, j'étais pas mal trimballée. Je restais souvent seule à 7-8 ans et encore après, et c'est quelque chose que je n'avais pas forcément aimé. Donc j'ai voulu être présente pour ma fille, puis ensuite pour les enfants suivants. Donc pour moi, c'était normal que je reste à la maison tant qu'ils avaient besoin de moi et du coup être maman au foyer. Et aujourd'hui, je le suis toujours. J'ai profité de la pause de la batterie de mon appareil photo pour changer de déclencheur. Donc on s'était arrêté à la vie de mère au foyer. Donc je m'épanouis plutôt dans ma vie de maman au foyer puisque je suis très créative. Donc j'aime bricoler avec mes enfants, j'aime faire toutes ces petites choses à la maison, j'aime cuisiner, j'aime sortir avec eux, faire l'école de la vie à la maison, ces petites choses là. Parfois c'est pas forcément toujours simple d'être à la maison tout le temps sans forcément de vie sociale, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup et surtout quand je passe du temps avec eux et que je vois après leur sourire ou leur façon d'être, je me dis que ça leur fera des super souvenirs plus tard, donc ça c'est important pour moi. Alors 14e fait, au niveau de mon caractère et quelle maman je suis. Alors au niveau de mon caractère, je dirais que je suis à la base quelqu'un de timide, mais avec le temps ça se calme, ça s'atténue et je m'ouvre de plus en plus. Je suis quelqu'un d'assez speed. Mon mari m'appelle la tornade, pour vous donner une petite idée. Quand je cuisine par exemple, je vais à droite, à gauche et j'ouvre les tiroirs. Vraiment, je suis une tornade en fait, il faut pas me traîner dans les pattes. Si elle chat qui traîne au milieu de la cuisine, je vais lui rentrer dedans, pareil pour les enfants. Donc quand je suis en mode speed,
parce que je m'ennuie du coup. Je suis perfectionniste et c'est ça qui fait que parfois je suis très dure avec mes enfants, mais celle avec qui je suis la pire c'est moi. Et parfois c'est lourd à porter. Je suis quelqu'un d'empathique, donc je vais écouter les autres énormément. Et j'aime être à l'écoute des autres et pouvoir leur parler, les soutenir, les aider, ben, les comprendre tout simplement et essayer de, pas forcément d'avoir les mots, mais au moins d'écouter. C'est quelque chose qui est très marqué chez moi. Quelle maman je suis donc, toujours dans le caractère. J'ai toujours rêvé d'être une maman calme. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour. J'ai longtemps culpabilisé parce que je n'arrivais pas à être une de ces mamans douces, toujours calme, qui ne dit pas un mot plus haut que l'autre. Dans la vraie vie, parfois je suis vulgaire. Il n'y a que moi qui ai le droit. Je suis entière, il y a des jours où je peux être très douce, très calme, voilà. Il y a d'autres jours où je vais être un peu plus sur les nerfs, plus fatiguée et où je vais peut-être un peu plus leur rentrer dedans. Mais c'est ma façon d'être et à force ils m'ont cerné. Et tout le monde sait à la maison que quand je ne parle plus, c'est qu'il y a un problème en fait. Mes enfants viennent me voir en me disant ça va maman, il y a un truc qui va pas là. T'es fatiguée, t'es fâchée, il y a un truc qui va plus, il y a un problème à la maison. J'ai fait un truc qu'il fallait pas. Non, 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 non. Et des fois je suis juste en train de rêver, je fais non, 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 non. Mais du coup, quand je parle, que ce soit de manière douce ou de manière un peu plus fofolle, hein, puisque je suis assez fofolle, hein, que ce soit pour raconter des conneries ou parfois même pour gueuler, tant que je suis active en train de parler, c'est bon signe. Mais du coup, oui, je ne sais pas si je serai une de ces mamans calmes, parfaites, sous tous les angles, tout ça. Non, il y a des fois où, oui, j'en ai marre, des fois où stop, et des fois où, surtout avec les années, puisque ça va faire 10 ans que je suis maman au foyer, il y a des fois où c'est lourd et dur au quotidien de toujours parler avec 3 enfants et mon mari quand il est à la maison, mais sinon c'est toujours avec les 3 enfants, donc les conversations, c'est pas... Voilà, donc il y a des fois où le temps est un peu long, quoi. Mais sinon, on va dire que je fais avec mon caractère, avec mon passé. En tout cas, je suis toujours en train de penser à comment leur faire plaisir ou comment on pourrait passer du temps ensemble. Donc je pense que c'est une bonne chose quand on est maman au foyer. Ensuite, le 15e fait, quels sont mes plus gros bobos? Alors, je n'ai jamais eu de bras cassés, je n'ai jamais eu de trucs terribles comme ça, d'hospitalisation, de trucs, jamais, franchement. Mes plus gros bobos, c'est une fois, après le divorce de mes parents, j'étais un week-end chez mon père et il y avait un de mes amis qui avait un skateboard, donc je devais avoir peut-être 7-8 ans. Et il s'était absenté et il avait laissé son skateboard en fait devant chez lui. Donc moi je lui avais emprunté. J'ai pris la même descente que lui. Donc au départ j'ai commencé assise dessus et je me suis dit hop, on se met accroupi puis on se met debout. Et tout ça pendant que le skateboard descendait la route bien sûr. Et en fait j'ai posé mon pied sur l'avant du skateboard et je ne savais pas du tout que c'était pas une bonne idée. Donc forcément le skate a basculé en avant. Et c'est mon menton qui a atterri sur la route en premier et qui a servi de frein. Et du coup, j'ai une belle marque en dessous, mais ça, c'est un pansement et c'est reparti quoi. Le deuxième gros bobo que j'ai fait quand j'étais, je pense vers 11-12 ans, peut-être 10-11 ans, je ne sais plus exactement. Je jouais dans la
pataugeoire avec mon frère et après il avait rejoint ma mère à la serviette, à la piscine et moi je continuais à faire quelques tours de toboggan et le toboggan de la pataugeoire c'était comme un tronc, donc un tube en fait, et comme j'étais grande il fallait mieux que je reste couchée jusqu'au bout et à force de faire des tours il y a un moment j'y ai plus pensé et je me suis mise assise trop tôt et c'est mon front qui a heurté en fait le devant du toboggan. Donc au début je me suis dit ouais je vais avoir un gros bleu, j'en ai marre, j'arrête, maintenant je vais rejoindre maman. Et en sortant de la pataugeoire, je vois tous les parents qui se retournent vers moi et qui me regardent bizarrement. Je me suis dit que j'étais peut-être un peu trop grande pour aller dans la pataugeoire. Et je me suis frotté le front parce que ça me tirait en fait. Et là j'ai remarqué l'étendue des dégâts et ensuite j'ai levé les yeux vers ma mère. Et c'est le moment où les parents deviennent totalement pâles en fait. Maintenant que je suis maman, je sais la sensation que ça me ferait si je le voyais chez un de mes enfants. Du coup, ça c'était le deuxième bobo, ouais, le plus gros. Mais bon, aussi un pansement et c'est reparti quoi. Mais j'en garde une cicatrice et une bosse en dessous en fait. Et le troisième gros bobo, là j'avais je crois 9 ans, ouais, 8-9 ans aussi. Et on m'avait fait passer à mon vélo un grand vélo. Quand c'est presque le vélo d'adulte, ouais, je devais avoir avant mes 10 ans, ouais. Et on me faisait rouler partout. Je devais suivre ma mère avec son compagnon en fait. Et c'était pas forcément des chemins adaptés pour les enfants qui découvraient leur grand vélo. Et du coup, on roulait sur un petit sentier escarpé en montée. Et du coup, il fallait pédaler vraiment très fort, très fort. Et il y avait des ronces de chaque côté du sentier. Et j'avais peur de basculer d'un côté ou de l'autre. Du coup, j'ai serré les jambes et les genoux étaient contre la chaîne. Et du coup, bah, toute la peau a été entraînée avec la chaîne en fait. Donc là, j'ai eu 2 points de suture. Mais c'est le plus gros bobo que j'ai eu, il me semble. Ensuite, 16e fait, alors là c'est pas des bobos mais c'est quelque chose que j'ai vécu et que à ce sujet là on va dire que je suis attentive et encore plus à l'écoute. Donc il s'agit d'attouchements que j'ai subi quand j'avais 6 ans. Après le divorce de mes parents, j'étais allée dans de la famille en fait et j'ai subi des attouchements pendant une semaine. On m'avait dit de me taire, donc c'était un enfant âgé de 7 ans de plus de moi, donc il avait à peu près 13 ans à ce moment-là, donc il découvrait son corps d'adolescent. Et pendant une semaine j'ai subi et il m'avait dit surtout de me taire, donc moi qui étais une enfant qui connaissait les fessées, la violence et toutes ces choses-là, je savais qu'il fallait obéir, donc je bronchais pas. Et j'ai rien dit jusqu'au jour où il était censé venir dormir chez mon père. Et je voulais surtout pas qu'il dorme dans mon lit. Je dis c'est pas possible. On a essayé de me tirer les verres du nez. J'ai dit que j'avais pas le droit de le dire. Je l'ai quand même dit. Et quand je l'ai dit, on m'a dit ben tu te tais, surtout tu le dis à personne, surtout pas à ta grand-mère. D'accord, donc je n'ai rien dit, je l'ai gardé pour moi. Et quelques temps après, j'en avais discuté où je jouais à certains jeux, pas forcément d'une enfant de 6 ans, donc avec une autre personne de ma famille, un petit peu plus petite que moi il me semble. Et on s'est fait surprendre. Et là, à ce moment-là, on a commencé à me tirer les verres du nez encore. Mais là, c'était du côté de ma mère, du coup. Et ils ont essayé de savoir, en fait, pourquoi je faisais ça. Et du coup, bah, j'ai tout expliqué, qui m'avait montré comment on m'a fait, et combien de temps ça avait duré, tout ça, quand est-ce que c'était. J'ai tout raconté. Et là, on m'a dit, surtout, tu te tais, tu ne le dis à personne. Donc j'ai gardé ça pour moi toute ma vie. Et maintenant, je sais que si j'apprends certaines choses
que ce soit mes enfants, que ce soit des nièces, que ce soit des neveux, des filleuls, ou les enfants d'amis, ou même des personnes adultes. Je sais que je serai très attentive parce que les victimes n'ont pas à se sentir coupables de quoi que ce soit, qu'on soit enfant ou adulte. Puisqu'après, quand j'étais adolescente, j'ai à nouveau subi des attouchements, mais cette fois de la part d'un adulte. Et je n'ai jamais rien dit, puisque je savais très bien que de toute façon, il ne fallait rien dire. C'est comme ça qu'on fait dans les familles. Et un jour, je me suis quand même confiée. Et du coup, c'est remonté jusqu'aux oreilles des adultes de la famille. Et là, je m'en suis pris plein la figure. Je me suis fait insulter par ma famille, comme quoi c'était moi qui racontais des mensonges, puisque je ne pouvais pas sortir avec cet adulte, puisque j'étais une adolescente. J'inventais ces choses qui m'avaient faites. Donc non, encore une fois, les victimes n'ont pas à se sentir coupables et à subir encore plus. Donc j'ai grandi, je dis pas que c'est facile, mais maintenant c'est quelque chose qui fait partie de mon passé. Mais je sais que ce sont pas des choses qui doivent rester enterrées et qui doivent rester dans l'invisible en fait, parce que non, on a le droit, on a à être respecté, et quelles que soient les personnes, on doit être respecté tout simplement. Donc si des personnes vous écoutent pas, il faut trouver la bonne personne pour parler, mais en tout cas ne pas garder ça pour soi, ou si vous le gardez pour vous, ne pensez pas que vous êtes coupable, parce que c'est pas vous la coupable, on est victime à la base. Donc c'est quelque chose qui fait que je suis assez attentive sur le sujet. Ensuite, 16e, donc 17e maintenant, donc au niveau des amitiés, alors étant poisson, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les liens fusionnels. Donc j'ai toujours essayé d'avoir une meilleure amie, ou toujours attendu d'avoir une meilleure amie. Mais je n'en ai jamais vraiment eu. Il y a toujours eu des personnes qui sont passées dans ma vie, mais jamais de personnes qui sont restées. Donc la meilleure copine qui tu racontes toute ta vie, qui sait tout ce qui se passe avec ton mari, tes enfants, ta situation financière, ta dernière coupe de cheveux, et j'en passe. Je n'ai jamais connu ça, ou alors j'ai été très gentille, et le moment où moi j'avais besoin d'aide et que ça n'allait pas, là par contre il n'y avait plus personne en face, ou alors on me faisait comprendre que je dérangeais et tout ça. Donc l'amitié c'est pas forcément ma tasse de thé. Du coup j'ai plutôt évolué en étant solitaire, pas par choix, mais du coup c'est ma façon de gérer. Du coup je suis bien avec du coup mon mari et mes enfants, et c'est mon clan, c'est ça qui fait ma force en fait. Et du coup maintenant je suis bien, je ne me ferme pas à la vie sociale, mais j'ai compris que c'était pas forcément simple. Donc je m'y suis faite avec les années, et je le vis très bien. Ensuite, le point suivant, le 18e, alors je vous disais que j'avais pour le signe du poisson, il y a un des signes en fait, des signes caractéristiques du poisson, qui est l'intuition et la spiritualité. C'est un signe très ouvert sur ce domaine-là. Alors un des faits que je voulais aborder avec vous, ce sont les prémonitions et les rêves très parlants. Alors prémonition, je ne pense pas que je peux appeler ça comme ça, mais les rêves très parlants, j'en fais de temps en temps, où j'apprends des choses. Par exemple, pour mes grossesses, je savais si c'était une fille ou un garçon avant les échographies, puisque en fait j'en avais rêvé. Par exemple, pour mon fils, je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé du bus magique, un bus jaune avec une maîtresse qui emmène ses élèves partout. Le bus se transforme n'importe comment. Et bien dans mon rêve, j'allais dans le bus magique, et le bus magique se miniaturisait pour
que c'était une fille avant d'avoir l'échographie, donc c'était jamais une surprise en fait pour moi. Je savais déjà quelle couleur de pyjama choisir et quel prénom à préférer avant. Le fait suivant, c'est concernant encore les intuitions. Quand j'étais petite, j'avais toujours la sensation d'avoir une grande sœur en fait. Toujours la sensation que je n'étais pas seule et je n'ai jamais compris pourquoi. Pendant longtemps en fait, je savais qu'il y avait quelqu'un qui était plus grand que moi. Et finalement, en grandissant, j'ai compris que la grande c'était moi et qu'il n'y avait personne d'autre avant moi. Et j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête, cette sensation-là. Et quand j'étais adolescente, ma mère une fois s'est confiée à moi en me disant que avant de m'avoir, quand elle avait une vingtaine d'années, donc elle m'a eu à 27 ans, donc quand elle avait 21 ans, elle est tombée enceinte, sauf qu'elle n'avait pas terminé ses études, du coup elle a préféré avorter. Donc il y avait un autre enfant avant moi dans son ventre et j'ai compris pourquoi j'ai toujours eu cette sensation que il y avait quelqu'un d'autre en fait avant moi. Et du coup ça fait encore une fois partie du côté intuition et tout ça que j'associe à mon signe astrologique. Ensuite on est au 20e fait, il me semble, la plus grosse honte de ma vie. Alors là, c'était quand j'étais au collège. Ma mère m'avait emmenée chez le coiffeur pour me faire des mèches orange. Et comme il était tard, elle était rentrée avec mon frère et ma soeur. Et elle m'avait laissé entre les mains de la coiffeuse. Et la coiffeuse, une fois qu'elle avait terminé, m'a lavé les cheveux, m'a séché tout ça. Et elle m'a dit ça vous va? Moi, oui, oui, parce que j'ai jamais appris à dire non en fait. Donc trop poli, oui, 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 oui. Je suis rentrée chez moi et ma mère m'a regardée. Mais qu'est-ce que t'as? Mais pourquoi t'es comme ça? En fait, ça, j'avais pas des mèches orange, mais j'avais tous les cheveux orange. C'était genre une teinture. Je sais pas ce qu'elle avait fait la coiffeuse, mais du coup, j'étais totalement rousse. Donc, ma mère a bien sûr appelé le coiffeur en leur passant un savon et en leur disant que je reviendrais le lendemain soir pour tout refaire normal, donc brune avec des mèches rousses. Mais bien sûr, toute la journée, il fallait que j'aille au collège avec les cheveux roux. Donc d'habitude, j'étais plutôt du genre invisible, la fille qu'on remarque pas, qu'on sait même pas qu'elle existe. Bah là, pour le coup, je me suis fait appeler poil de carotte toute la journée. Je crois que je préférais presque être invisible en fait. Ensuite, le 21e fait, donc l'écologie dans ma vie. Alors, si vous suivez peut-être sur Instagram, vous avez dû voir que l'écologie, c'est quelque chose que j'aime tout particulièrement. Depuis un peu plus de 2 ans, on a pris un grand virage. On faisait déjà quelques petits gestes et on avait quelques habitudes, surtout par économie. Par rapport à la vie de famille, faut savoir bien gérer. Et il y a un peu plus de 2 ans, donc on a pris un virage au niveau du zéro déchet, surtout en s'intéressant en fait aux produits qu'on utilisait. Ça s'est déclenché en fait pour ma dernière grossesse. Et donc c'était il y a un peu plus de 3 ans du coup. Oui, puisqu'elle va avoir 3 ans. Donc pendant ma dernière grossesse, il y a 3 ans et quelques, je cherchais en fait des produits bébés clean. Donc en regardant les produits, tout ça. Donc j'ai appris à décrypter les ingrédients et à voir tout ce qu'il y avait. Et j'ai vu des choses qui étaient vraiment, voilà, à partir du moment où on sait décrypter les étiquettes, c'est un peu la cata quand tu lis toutes les étiquettes que tu as chez toi. Du coup, je voyais ce que j'utilisais déjà pour mes autres enfants et même pour nous. Donc là, j'ai commencé à faire attention à ce que j'achetais. Et même au niveau de la lessive, je voyais que laver ces petits vêtements avec une lessive avec autant de trucs dedans, c'était pas possible. Du coup, j'ai commencé à faire la lessive maison. Et
pour éviter tout ce qui était chimique, mais en tout cas pour éviter les déchets. Et donc je suis tombée dedans en fait, et c'était comme naturel, ça a tout de suite collé et je m'y suis tout de suite beaucoup intéressée. Et depuis je suis dedans, donc j'ai testé beaucoup de choses, hein. J'ai pas forcément tout adopté, il y a des choses parfois qui sont lourdes à porter au quotidien quand on fait vraiment tout soi-même, avec la vie de famille, avec 3 enfants. C'est pas forcément toujours facile, donc il y a certaines choses que j'ai gardées, d'autres moins, mais en tout cas je suis toujours dedans. Et ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression qu'avec les années c'est de plus en plus ancré dans les mentalités. Quand on voit des films par exemple, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le film qui utilisent une gourde en fait au lieu des bouteilles en plastique. Ce sont des gourdes réutilisables. Bon, nous ça fait déjà plusieurs années qu'on les utilise en randonnée quoi, mais on en voit de plus en plus et je trouve que l'air de rien ça sensibilise, puisque quand on voit des acteurs qui utilisent certaines affaires, avec les neurones miroirs on a envie de faire pareil. Donc si ça peut entraîner d'autres personnes à faire ça, je trouve ça énorme quoi. Ensuite le fait suivant, la nature dans ma vie. Alors oui, la nature a également une place très importante. On me propose une journée de rando avec une nuit dans un chalet, ou 2 jours de shopping avec enfin les montants de prix. Il n'y a pas de montant fixé quoi, on peut acheter tout ce qu'on veut. Je préfère aller en randonnée en fait, puisque pour moi la nature c'est ressourçant, c'est agréable, il n'y a pas trop de monde, hein, puisque j'aime pas la foule en fait. Je préfère être tranquille, hein. Et du coup chaque week-end, surtout quand on est au printemps, été et automne, on va en randonnée et avec les enfants, et on peut faire 1 heure de rando. Ensuite on s'arrête dans un endroit qu'on aime bien et on peut fabriquer des cabanes, on peut s'inventer des histoires. Et on a fait ça dans notre ancien village, hein, qui est mon village d'enfance. Et du coup on se construit des souvenirs vraiment super, où on voit des sangliers, on voit des cerfs, on voit... C'est vraiment très bénéfique, et puis chacun peut se laisser aller à ce qu'il aime faire, construire. Mon fils va sortir, je sais pas, un tronc et imaginer un aspirateur, ou alors ils vont prendre une souche d'arbre et dire ça c'est mon bureau, et puis ils vont prendre des feuilles avec des morceaux de bois et faire semblant d'écrire. C'est vraiment, je trouve, ça fait du bien et ça permet de se ressourcer, c'est quelque chose de très important. Et ça a démarré déjà quand j'étais toute petite, dans le village de mon arrière-grand-mère, enfin dans le jardin de mon arrière-grand-mère, pardon. Je me souviens que j'escaladais un noisetier et j'adorais grimper dans cet arbre et me gaver de framboises et de groseilles dans le verger. Donc c'est vraiment des choses qui sont ancrées en moi depuis très longtemps. Ensuite, tatouage, hein. Donc j'ai un tatouage derrière ici. Il s'agit d'un colibri, pas du tout pour le mouvement écolo, le colibri, mais pour, il me semble que la signification de ce tatouage c'était qu'il était créatif et ça me correspondait bien. Et puis moi je suis quelqu'un qui est très actif. Je suis une tornade et le colibri est un oiseau qui a un battement d'aile. Le nombre de battements d'aile est énorme par minute. Donc ça me rappelait un peu mon côté qui court toujours à droite à gauche. Donc je
c'est un moment qui reste gravé dans nos têtes. Mais en plus de ça, je suis très fière de lui parce qu'il arrive à supporter en quelque sorte toutes les critiques de ses camarades de classe ou même parfois des hommes de la famille, puisque voir un homme et encore plus un petit garçon avec une boucle d'oreille, c'est terriblement choquant. Donc je suis très fière de mon fils de s'assumer déjà à son âge et de développer son côté unique. Ça c'est vraiment une grande fierté de maman. Le fait suivant, la plus grande surprise de ma vie. Alors, la plus grande surprise de ma vie, c'était lors de notre première Saint-Valentin. Donc là, on vient de fêter la 13e Saint-Valentin, donc c'était il y a longtemps. En fait, j'avais 17 ans et j'avais eu le droit de sortir. Et il m'avait invité à manger au restaurant un midi. Et il m'avait fait une demande en mariage. Donc il m'avait en fait offert une magnifique bague en promettant qu'un jour on se marierait et tout ça. Puisque bien sûr j'avais 17 ans, donc le mariage c'était pas forcément pour tout de suite, mais en tout cas une promesse de mariage. Et du coup forcément c'était très émouvant. Et il y avait un monsieur qui mangeait à la table juste à côté de nous, tout seul. Et il arrêtait pas de nous fixer, de nous regarder. Et je trouvais ça particulièrement gênant parce que je ne savais pas pourquoi il nous regardait manger, se discuter, se faire observer comme ça, espionner, c'est assez gênant. Et à la fin, quand il allait partir, en fait, il s'est approché de nous et il a dit c'est tellement rare de voir des déclarations d'amour comme ça et de voir autant d'amour entre deux jeunes personnes, et j'ai pu assister à ça tout au long de mon repas. Vraiment, c'était une Saint-Valentin magnifique. Laissez-moi vous offrir le repas. Et du coup, il nous a payé notre repas de Saint-Valentin. Donc, on était sur le cul et on a mieux compris pourquoi il nous observait comme ça. Donc ça, c'était la plus grande surprise où j'étais le plus bluffée. Ensuite, 26e fait, ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube, je l'ai commencée il y a un peu plus de 3 ans avec des tutos de pâte polymère, puisque j'aimais bien montrer aux autres comment je faisais certaines créations. Je l'ai arrêté ensuite parce que avec l'arrivée de ma petite dernière, c'est très compliqué de faire de la pâte polymère, donc petit à petit j'en faisais plus et j'ai totalement arrêté. Mais avec le confinement l'année dernière, je me suis dit que c'était dommage d'avoir laissé ma chaîne comme ça. Ça faisait 1 an que je l'avais arrêté, que je faisais plus rien du tout. Donc je me suis dit je ne fais plus de pâte polymère, mais je fais beaucoup de choses encore moi-même. Du coup ce serait quand même sympa de continuer les vidéos, mais avec ce que je fais actuellement. Et qu'est-ce que je fais actuellement? Eh bien tout ce qui est fabrication maison. Pour tout ce qui est zéro déchet et là par exemple les masques, tout ça. Et donc je me suis dit que ça pourrait faire des idées de vidéos et de partage très intéressantes. Et je fais aussi beaucoup de cuisine. Et c'est aussi du fait maison, et c'est pas du loisir créatif, mais c'est aussi quelque chose à faire soi-même. Donc j'ai décidé de faire ces deux sortes là de vidéos. Et avant le premier confinement, donc le Noël, juste avant le confinement en fait, j'avais découvert une vidéo d'une youtubeuse qui fait de la pâte polymère, et elle s'était amusée à faire une vidéo en version ASMR, donc en chuchotant et vraiment avec des gestes lents, et c'était vraiment des déclencheurs énormes parce que je connais la pâte polymère, je connais les sons, je connais les ressentis. Donc c'était quelque chose qui m'avait fait beaucoup de bien, et je lui avais écrit pour lui dire que c'était vraiment une vidéo au top, et elle m'avait conseillé d'aller écouter de vrais artistes ASMR, parce que si j'étais réceptive
live à sa vidéo à elle, qui faisait ça juste pour s'amuser, ou du moins qui essayait. J'allais être très réceptive du coup aux personnes qui font ça tout le temps, aux pros en fait, entre guillemets. Du coup je suis tombée sur la chaîne de ASMR Serena et j'ai vu du coup ce que c'était, que les déclencheurs, que l'ASMR, tout ça. Et ben j'ai beaucoup aimé, et petit à petit au quotidien j'ai commencé à tapoter les objets. Dès que j'avais quelque chose en main, je créais, en fait je m'amusais à faire des sons avec les ongles et avec le toucher, ou à caresser les objets pour voir quels étaient les sons que ça produisait. C'était devenu presque des réflexes. Et du coup j'ai eu envie de filmer pour voir, enfin d'enregistrer surtout, pour voir comment ça faisait. Donc j'avais testé avec le micro du téléphone, c'était juste horrible. Puis avec un autre micro, mais c'était toujours pas ça. Et maintenant j'ai celui-ci, donc j'espère que le son est plutôt agréable. Et j'ai remarqué que en enregistrant, en fait, ça me faisait encore plus de bien qu'en écoutant l'ASMR. Parce que quand on joue avec les petits objets comme ça, c'est un anti-stress. Et puis je chuchote, donc c'est quelque chose qui détend. Et j'ai tellement aimé faire ça que je me suis dit bah pourquoi pas aussi les mettre sur ma chaîne YouTube, tant qu'à faire. Mes enfants eux étaient déjà fans et aimaient déjà toutes ces petites choses, donc ils en profitent aussi. Et maintenant à chaque fois que je tapote quelque chose au quotidien, par exemple sur ma tasse de tisane le matin, mon mari me regarde et me fait bonsoir. Alors ce soir, je vous propose. En fait, il se moque de moi dès que je tapote sur les objets à la maison. Donc, mais en tout cas, donc sur ma chaîne YouTube, ce sont les trois thèmes que je propose. Donc la SMR, la cuisine et le loisir créatif. Et je sais que c'est pas quelque chose de courant, une chaîne avec autant de thèmes. Mais je ne voulais pas créer des chaînes différentes, je voulais avoir la même chaîne pour tout mettre dessus. Et par contre ce que je fais, c'est que le mercredi je sors une vidéo ASMR et le samedi je sors une vidéo de cuisine. Comme ça les gens qui viennent pour une vidéo en particulier, ils savent quand est-ce que la vidéo va sortir. Ensuite je voulais vous parler d'Instagram, parce que du coup j'ai aussi des comptes sur Instagram. Donc j'ai mon compte lié aux créations de Jacques, sur lequel je vais parler de tout ce qui est créatif, donc les créations, ce que je fais moi-même, et tout ce qui est spiritualité aussi, tout ce que je peux découvrir en spiritualité. J'ai mon compte famille en métamorphose pour tout ce qui est vie de famille, la cuisine et tout ce qui est écologie. Et j'ai également un compte sur lequel je mets toutes les photos que je fais quand je vais en randonnée, puisque j'aime beaucoup faire des photos des choses que je vois, mais alors vraiment des photos plutôt en gros plan. De temps en temps des paysages, mais c'est surtout des gros plans, les abeilles, les lézards, les fleurs, vraiment le cœur des fleurs, ces petites choses là. Voilà, et j'aime bien écrire surtout sur le compte famille en métamorphose, puisque quand je fais un article, enfin j'appelle ça un article, quand je fais un post, en fait c'est comme si je faisais un article dans un journal. J'aime développer les choses et expliquer pour vraiment échanger en fait avec les autres. C'est pour ça que je suis sur Instagram, pour échanger dans la communauté. C'est vrai que il y a vraiment un échange énorme. Bon, entre écolos, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'on est plusieurs à se reconnaître et à se suivre et à partager les astuces et tout, et les découvertes. Et je trouve que c'est très intéressant et j'aime beaucoup ça. Ensuite, on est au 28e fait. Alors là, j'ai marqué envie de partage. Alors en effet, c'est pour ça que je fais mes vidéos, surtout au niveau du loisir créatif, donc les tutos, que ce soit couture, pâte polymère ou autre. Et pour les vidéos de cuisine, si je fais tout ça, c'est parce que j'ai très envie de partager, parce que
souvent les gens pensent qu'ils sont pas capables, hein, et j'ai envie de leur prouver que même s'ils sont pas doués en cuisine, même s'ils sont pas doués en certaines choses ou qu'ils y connaissent rien, si on a les bons conseils en face ou que on a quelqu'un qui prend le temps de montrer comment faire, euh, je trouve que c'est plus facile, hein, et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de montrer que tout le monde peut y arriver, que tout le monde peut être capable en fait. Et c'est pour ça que je fais mes vidéos et que j'aime autant partager en fait. C'est ma petite bulle d'oxygène et c'est ce qui me sort un peu aussi de ma vie de maman au foyer. Ça me permet de travailler, de m'accrocher un peu à autre chose, de me changer les idées. Et ça me tient à cœur de partager avec d'autres. Même si je vois pas forcément les gens, même s'il n'y a que vous qui me voyez. Au final, j'aime. Ouais, c'est le partage qui est le plus important pour moi là-dedans. 29e fait, est-ce que j'ai des regrets sur les 30 années passées? Alors on va parler de ce que moi j'ai fait, donc au niveau de mes choix. Est-ce que j'ai des regrets? Non, mais des fois je me demande si j'ai assez profité de ma jeunesse, hein, c'est-à-dire avant d'être maman. Je pense que ça vient du fait que ça fait 10 ans que je suis à la maison à m'occuper de la vie de famille et que je pense que je commence à avoir envie d'autre chose, hein, de penser à moi en tant que femme, hein, et de vivre ma vie, donc peut-être aller en extérieur, tout ça. Du coup je pense que c'est pour ça que je me dis peut-être que j'aurais dû profiter de moi toute seule avant d'être maman. D'abord m'occuper de moi avant de m'occuper de tout ce petit monde qui est à la maison. Mais c'est pas des regrets en fait, c'est juste je pense une envie d'indépendance et de pouvoir penser à moi maintenant. Et 30e fait, qu'est-ce que je prévois pour le futur, mes envies, des idées. Alors, et bien pour le futur, c'est encore le flou total, hein, parce que du coup je suis maman au foyer et je compte encore rester à la maison pour la première année de maternelle de ma petite, hein, pour qu'elle ait sa maman quand même, qui soit là quand elle rentre de l'école le midi, puisque je ne compte pas la laisser dormir à l'école pour la sieste de la première année. Donc je pense essayer de retourner vers la vie professionnelle quand elle sera en moyenne section. Par contre, comme je n'ai jamais vraiment eu de travail avant tout ça, je pense que je vais pas mal galérer. Je ne sais pas du tout quelles sont mes envies pour choisir un métier. J'aime la cuisine, mais pas au point de travailler dedans. Avec les horaires, tout ça, avec la vie de famille, je pense pas que ce soit compatible. J'aime travailler avec les enfants aussi, donc ça pourrait être une idée. Après, je suis quelqu'un de très speed et d'organisé, donc est-ce qu'il y aurait quelque chose qui correspondrait à ça? Honnêtement, je ne sais pas du tout. J'aime beaucoup aussi la nature. Quand je réfléchis, c'est vrai qu'un travail dans l'artisanat ou au contact des gens, ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose qui me fait envie en fait, avec les années qui passent. Autant j'étais timide étant plus jeune, autant maintenant je suis attirée, ouais, par le côté social et être dans l'échange en fait avec les gens, mais en vrai en fait. Donc je ne sais pas du tout de quoi sera fait l'avenir, ou peut-être que tout simplement je prendrai un travail comme gagne-pain en fait, sans réfléchir au reste. Mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir cumuler un travail qui me plaise et qui puisse me permettre de quand même continuer à passer du temps avec ma famille et continuer à être présente pour mes enfants et qu'on continue à passer du temps ensemble, autant dans la nature que être ensemble tout simplement quoi. Je ne compte pas du tout être une acharnée du travail qui est absente toute la semaine et qui voit jamais ses enfants. C'est jamais quelque chose qui m'a attirée. J'espère pouvoir trouver
trouver quelque chose, donc d'ici 1 an et demi maintenant, ça se rapproche, quelque chose qui me permette, comme dit, de m'épanouir dans un des domaines que j'aime. Il y a beaucoup de domaines qui m'intéressent, au niveau de mes passions, et qu'en même temps je puisse profiter de ma vie de famille. Voilà pour les 30 faits pour mes 30 ans. Donc quand vous allez voir cette vidéo, c'est le jour de mes 30 ans. Donc je ne sais pas encore ce que je ferai ce jour-là, puisque bien sûr j'ai tourné cette vidéo en avance. Je voulais quand même allumer une petite bougie, puisque il faut souffler une bougie quand même. Oups. C'est mieux quand on l'allume. Les joies de l'ASMR, c'est que tout ne marche pas forcément comme prévu. Bon, je ne vais pas me plaindre. Les enfants dorment, puisque oui, quand on est maman au foyer, il faut attendre que les enfants dorment et que la maison soit calme pour pouvoir tourner. Et la voisine doit être absente, puisque je ne l'ai pas entendue. Je n'ai pas eu droit à des raclements de meubles ce soir, donc je suis contente. Et apparemment, elle a dû emmener son chien avec elle, puisque je ne l'ai pas entendu non plus. Donc c'est spécial pour mes 30 ans, tout le monde s'est mis d'accord. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. C'était surtout une vidéo blabla, plus qu'une vidéo ASMR. Bon, si vous êtes réceptif ou réceptive au chuchotement, vous devez dormir depuis longtemps. J'espère que vous vous portez bien pour cette année 2021 qui a déjà presque passé 2 mois. Le printemps arrive bientôt et j'espère de tout cœur pouvoir profiter de la nature et du départ du printemps et des températures plus agréables pour pouvoir être dans la nature et faire plein de randonnées et profiter de tout ça. Bon, je ne vais pas chanter, je vous épargne ça. Ils annoncent des températures douces, donc on va éviter d'attirer de nouveau les aléas climatiques, puisqu'on en a déjà vu des sympas depuis le début de l'année. Mais c'est bien, ça change les idées un peu, ça varie, c'est sympa. Bon, alors je me souhaite un joyeux 30 ans et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo ASMR. Prenez soin de vous.